Bonsoir. Euh, bonsoir, Bonsoir. Emmanuel. Je suis désolé de ne pas parler allemand. I'm sorry, I can't speak a fucking word of German. Our German is pretty bad too. Mon français n'est pas du tout là, mais je vais essayer. Est-ce qu'il y a des Français ou des Françaises parmi nous? Ah oui. Alors, pardon de massacrer votre langue si belle. Euh, Ça va être une interview en 3 langues, je crois, en allemand, en anglais, en français, la version de mon français et le vrai français. Emmanuel, je commence au début. Comment as-tu commencé de dessiner et d'écrire des BD? Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a actuellement sur Facebook une polémique suite à une déclaration de Christine Angot, la romancière, à la télévision, qui a déclaré à la télévision que être un artiste était toujours un plan B et que c'était toujours suite à un échec majeur. Évidemment, personne n'est d'accord, et moi encore moins que les autres, puisque j'ai commencé à penser à faire de la bande dessinée quand j'avais 8 ans. Ah oui, c'est bien. Et j'ai décidé d'en faire mon métier quand j'avais 18 ans. Et j'ai publié mon premier livre à l'âge de 23 ans, donc les choses se sont produites assez rapidement. Ah, c'est bien pour toi. Ta première BD professionnelle, c'était quoi? Elle s'appelait L'Enfer du jour chez Glénat. Chez Glénat, oui. Même. Et ce qui est amusant aussi, c'est qu'il y a une amie autrice qui a déclaré, mais Christine Angot a raison, être un artiste était mon plan B, mon plan A, c'était trop difficile, c'était de ne rien faire. On essaye. Qu'est-ce qui t'a fasciné au BD? C'est pas seulement les dessins, c'est un récit, c'est du texte, Oui. tout ça? Ben c'est un langage, et c'est un langage qui n'était pas encore reconnu à ce moment-là. Donc je pensais qu'il y avait encore beaucoup à inventer. Ce qui était probablement un peu présomptueux, mais si on n'est pas présomptueux à 18 ans, quand est-ce qu'on va l'être? Ouais. Après 20 ans ou quelque chose comme ça, Jacques Tardy t'appelle et dit Nestor Burma, tu veux le... Non, je suis resté présomptueux un peu plus longtemps que ça, ouais. Et j'ai pensé moi-même que si un jour Tardy n'avait plus envie de faire Nestor Burma, je serais bien placé pour le reprendre. Et donc je lui ai fait savoir. Et à ce moment-là, il a dit, mais ça ne m'intéresse pas, je suis en train d'en faire un. Mais 5 ans plus tard, il a effectivement été obligé de penser à quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, il s'est souvenu de ma proposition. Ah oui, tu lui as proposé de faire Nestor Burma? Je ne lui ai pas proposé directement. J'en ai parlé chez Casterman, avec qui je faisais déjà des livres. Ouais. Et j'ai dit à Casterman, si jamais un jour Tardy arrête de faire Nestor Burma, je veux bien faire la suite parce que je pense que je suis bien pour le faire. Présomptueux. Voilà. Et il s'en est souvenu et à ce moment-là, on m'a rappelé. C'est même... these are big footsteps to walk in. My most recent answer to that is that was 15 years ago. I don't remember. J'ai parlé les titres françaises Saint-Germain, die lange Nacht von Saint-Germain-de-Prés. La nuit de Saint-Germain-de-Prés. La nuit de Saint-Germain-de-Prés. C'est la 4e nouvelle. 4e roman. Dans les nouvelles mystères de Paris.
pourquoi commencer avec la quatrième Jacques Tardy lui-même a toujours fait les choses tout à fait dans le désordre. Il a commencé avec le 14e arrondissement. Ensuite, il a pris 120 rue de la Gare, qui ne fait pas partie du cycle des Nouveaux Mystères. Et ensuite, il a repris sur les Nouveaux Mystères. Donc, je me suis dit, je prends le roman qui m'intéresse le plus. Et en fait, j'ai pris La Nuit de Saint-Germain-des-Prés parce que ça se passe dans le milieu littéraire et que j'avais déjà envie de faire un de mes albums personnels qui a été traduit en allemand, La mort d'une baleine bleue. Ouais. Et donc, c'était des thèmes similaires et je me suis dit, en attendant de faire ce livre, je vais faire La Nuit de Saint-Germain-des-Prés. Alors, tu étais en process de faire La baleine, mais... J'avais déjà tous les contrats, le contrat pour faire les baleines, j'avais le contrat pour faire le Burma, et le Burma était un peu plus urgent. Donc j'ai fait le Burma d'abord, mais j'avais le choix, je pouvais prendre n'importe quel roman. Donc j'en ai choisi un qui ressemblait un petit peu à celui que j'avais très envie de faire. Saint-Germain-des-Prés, c'est le avec Tintin. Oui. Question personnelle, c'est Jean Cocteau ou Hergé, le Saint-Germain de Saint-Germain? C'est ni l'un ni l'autre et peut-être un peu les deux. Okay. Es kommt ein Charakter in Die lange Nacht von Saint-Germain-des-Prés vor, der tu travailles complètement analogue, tu m'as dit. Avec à la main, oui. Analogue, pas en numérique. Non. Oui, à la main, sur du papier. Oui, oui. À la main. Et, sauf pour les couleurs. Sauf pour les couleurs. Ouais. Mais tu fais les couleurs toi-même? Alors, sur mes livres personnels, oui. Mais sur Nestor Burma, j'ai toujours confié le travail à quelqu'un d'autre parce que y a déjà beaucoup de travail sur les architectures, sur les voitures, et je préfère que les choses aillent vite, d'une façon générale, pour tout. Mais dans le cas de Nestor Burma, c'est plus simple pour moi de confier les couleurs. Quand c'est un album auquel je tiens beaucoup et où j'ai déjà des idées très claires, je sais que quelqu'un d'autre ne va jamais faire exactement ce que je veux. Donc je préfère le faire tout seul. Mais sur Nestor Burma, c'est moins important pour moi. C'est plus important pour l'éditeur à la limite, mais c'est moins important pour moi. Donc je délègue le travail. Et c'est plus vite parce que c'est du temps que je ne passe pas. Si je devais faire les couleurs en plus, ça me prendrait 2 ou 3 mois de plus pour faire le livre. Pourquoi tu fais la coloration en numérique? Parce que c'est facile ou Parce que ça me permet quelque chose que je souhaitais bien avant que l'ordinateur ne soit utilisable pour la bande dessinée, c'est-à-dire un mélange d'un travail sensible que je fais à la main, à savoir les grilles. Je ne sais pas si on peut se rendre compte sur ces images-là, mais voilà. Par exemple, l'image d'avant, voilà, je fais un travail. Ce travail-là est fait sur du papier, à la main, pour modeler les ombres sur les décors et les personnages. Et ensuite, ce travail d'ombre est colorisé avec des aplats, des couleurs régulières, très mécaniques. Et ce mariage de travail à la main et de couleurs très mécaniques me convient particulièrement. J'aurais aimé savoir faire ça autrement. Mais l'ordinateur permet ça et je trouve ça assez magique. Parce que si on peut voir, je ne sais pas, on va peut-être avoir ça dans les images suivantes, le résultat fini, c'est un mariage du travail à la main et des couleurs. Des couleurs et celui-ci, c'est des couleurs de... Ça, c'est de l'encre de Chine, et de l'eau pour faire des grilles. Et ça, c'est sur une autre feuille de papier par transparence.
je place les masses de gris qui donnent les ombres. OK. Travailler avec un coloriste, c'est you have to let loose, you have to let Yeah. something go. Yeah. Tu connais les gens qui colorisent pour toi Oui, toujours. Pour les deux derniers Nestor Burma que j'ai faits, c'était ma compagne qui les a faits. Je lui ai demandé quelque chose, elle a fait quelque chose de complètement différent. J'ai dit OK. Voilà. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que quand je fais un livre à moi, je préfère faire les couleurs tout seul. Ouais. Quels sont tes outils préférés pour quelle encre Alors, ça change beaucoup. J'aime bien. Mon outil préféré, alors par rapport à chaque outil, j'ai des préférences, mais ce que j'aime surtout, c'est changer. Donc, j'ai travaillé pendant au moins 5 ans avec des feutres et des stylos. Et j'ai décidé pour le prochain livre de revenir à une technique beaucoup plus classique, au pinceau et à l'encre de Chine. Et ce qui m'excite, c'est d'essayer de dépasser ce que je savais déjà faire. Donc, une fois que j'ai le sentiment que je suis arrivé au maximum de mes possibilités avec un outil, pour le moment, je dis j'arrête, je passe à autre chose. On le voit parce que les Nestor Burma sont les lignes sont très différentes d'un livre à l'autre. Oui. Il y a des alors les trois premiers Nestor Burma que j'ai faits étaient ancrés à la plume. Les deux derniers sont faits au feutre et au feutre pinceau. Ah ouais. Et les Pentel qui sont assez faciles d'utilisation et qui permettent un dessin très libre. C'est pas trop facile d'adapter un roman, un livre, un récit d'un autre personnage. Comment vas-tu pour adapter un Léo Mallet? Alors, pour adapter en général, j'ai appris à adapter en faisant Nestor Burma. C'est un exercice assez différent de l'écriture dont j'avais l'habitude. Mais parce que je suis un peu flemmard, j'ai essayé de transformer cet exercice justement en attirant ça vers moi. Donc ma façon de procéder maintenant, après avoir adapté à l'époque 3 Nestor Burma, un livre de Jean Vautrin et ensuite celui d'Irène Nemirovsky, suite française, je me suis dit ce qui va vraiment fonctionner pour moi, c'est de résumer le livre au maximum, le ramener à 5, 7, 8 pages maximum, résumer l'intrigue, et le réécrire comme si c'était une histoire que j'avais inventée. Ah oui. En oubliant complètement le livre et en ne l'ouvrant plus, en ne me servant plus du livre, mais en me servant uniquement de la trame. Donc dans les 2 derniers Nestor Burma que j'ai adaptés, il y a 99,9% des dialogues qui sont de moi. Ah oui. C'est différent. C'est très différent. Il y a quelqu'un qui te donne a very great amount of freedom to do this. Is there anybody who tells you have to do this, you have to do that? Non. Il n'y a pas des fans de Léo Mallet qui t'appellent, Non. Personne ne s'en aperçoit et c'est ça qui est assez drôle. Et il y a même des journalistes pour me dire mais vraiment les dialogues de Léo Mallet sont formidables. The reason why I'm doing this way is because the book will always exist for itself, and I don't see a really good reason for me to do it if I don't do it my way. I like that. En adapté le récit, tu écris un scénario
et après tu fais des croquis, des esquisses de caractères. Comment vas-tu pour Alors, du comme scénario comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis à la base un grand flemmard, donc moins je fais d'étapes et mieux je me porte. Donc j'écris dans un premier temps donc un texte qui va me servir de guide, et ensuite j'attaque directement l'écriture des pages. J'écris les dialogues, je décris les images rapidement, et une fois que j'ai fini ça sur une dizaine de pages, je vais faire des très rapides esquisses de toutes petites esquisses des esquisses à peu près du format des livres, mais très rapides, pour placer les personnages. Et généralement, je ne fais pas de recherche de personnages, parce que j'ai constaté qu'une fois que je travaillais sur les planches, mes recherches, mes personnages s'éloignaient de mes recherches. Donc j'essaye que les personnages se créent sur la planche. Ah ouais. Et voilà. Et une fois que j'ai ces premières esquisses, je les agrandis, je les scanne, je les agrandis, et je pose un dessin un peu plus fini dessus. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. J'ai ça en exemple Très bien. dans ma tablette. Ce ne sera sans doute pas visible pour tout le monde d'ici, mais pour le livre que je suis en train de faire maintenant. Ça, c'est une page que j'ai. C'est vraiment le tout premier jet de mes dessins pour cette page, où je place à la fois les personnages dans le cadre, mais j'essaye aussi de placer les noirs pour que le travail soit plus facile ensuite. J'ai lu hier une citation de Bill Gates sur Facebook, qui disait: quand j'ai un travail vraiment difficile, je le confie à un flemmard, parce qu'il va trouver une solution facile de faire quelque chose de difficile. C'est même du Confucius. Confucianisme. Un peu sur le monde de Nestor Burma. Ce sont les années 40-50. Oui. Alors, les romans courts des années des années de l'occupation allemande en France, c'est-à-dire la moitié des années 40, enfin les années 42-43, jusqu'au tout début des années 60. Et à ce moment-là, au début des années 60, Léon Mallet s'est arrêté d'écrire. Et il n'a plus produit que sporadiquement des choses de moins bonne qualité, d'ailleurs. Donc c'est un créneau assez restreint qui dure une vingtaine d'années. Ouais. C'est la génération de nos parents, un peu. Oui, à peu près. Moi je suis né en 1960, donc c'est des années que j'ai peu connues. C'était un monde différent. Il n'y avait pas de portable, pas de texto. Oui. Rien. Oui. Je sais qu'il y a une forte nostalgie du public vis-à-vis du public de Nestor Burma. C'est ça qui les attire là-dedans. Une forte nostalgie de cette période qui était si différente, et où les choses étaient, en apparence, telles que la mémoire les conserve, plus faciles. Ouais. Mais c'est une illusion, j'en suis convaincu. Moi-même, ouais. Je suis du même avis, parce qu'il y a une nostalgie pour les années 50. Il y a une certaine naïveté dans ces années, mais aussi, et dans tes récits, une brutalité. Oui, une dureté certaine. Dureté. Quand mon père me parlait des années 50, il me disait que c'était la pire période de ma vie. Oh. Et donc ça a beaucoup relativisé pour moi le concept même de la nostalgie.
Et le fait de savoir que quelqu'un de si proche de moi avait trouvé ces années horribles alors qu'on nous les présentait comme magiques, ça m'a permis de ne pas sombrer dans ce piège de la nostalgie. Moi-même, je suis persuadé que les années 1980 n'ont pas existé et qu'elles n'ont servi à rien, en tout cas. Et c'est une chose qui me navre de voir qu'il y a actuellement une nostalgie pour ces années 80, de merde. If you write a story set in the 50s, et tu ne peux pas utiliser la nostalgie. Est-ce que tu butes pour une recréation d'un monde et d'une émotion d'un monde, ou est-ce que tu fais une création toute nouvelle, your viewpoint? Alors, c'est ce qui fait ma grosse différence avec Jacques Tardy, c'est que lui est un nostalgique et qu'il recrée, pour son propre plaisir, des univers disparus qu'il préfère à la réalité présente. Moi, je me sers de mon savoir-faire d'auteur pour recréer cette époque, puisque c'est celle à laquelle ont été écrits les romans. Mais mon centre d'intérêt n'est pas celui-là. Mon centre d'intérêt, c'est de faire vivre sur le papier des personnages auxquels j'essaye de donner de la chair et de l'épaisseur. Les 3 premiers Nestor Burma que j'ai faits, il leur manquait ça. En tout cas au personnage de Nestor, il lui manquait cette épaisseur que j'aime donner à mes personnages. Et je pense que dans les 2 derniers, j'y suis parvenu. Et c'est probablement ce qui fait que nous sommes moins d'accord en ce moment avec Jacques Tardy sur la destinée à donner à Nestor Burma que nous l'avons été par le passé. Il y a un caractère dans tous les romans qu'on voit tout le temps et on n'en parle pas, c'est Paris, la vie de Paris. Comment est-ce que tu incorpores la vie dans le récit? Alors moi, c'est une chose qui m'est assez naturelle parce que j'ai été influencé par des auteurs pour qui la ville était un personnage. Et quand je parle de ça, je parle du travail de Jacques Tardy, mais pas seulement. Je pense que par exemple Will Eisner a fait aussi un travail sur la ville assez magnifique. Et c'est du coup moi qui suis le fils de ces grands ancêtres et qui ai intégré ça dès ma vie de lecteur, ça m'est relativement facile. D'ailleurs, y compris dans mes récits personnels, le récit prend corps vraiment quand je suis sûr des personnages que je veux décrire et quand je sais où ça se passe. C'est une façon de rendre les choses concrètes et d'imaginer que peut-être cette histoire pourrait être vraie. Est-ce que tu recherches un tas, fais une recherche des endroits, des photos? Bien sûr. Il faut, à partir du moment où on décide qu'il faut dessiner vraiment des endroits précis, il n'y a pas d'autre solution que d'aller les rechercher. Ouais. Donc, quand c'est possible et que ça existe encore, aller faire des photos sur place. Et quand ce n'est pas possible, que les bâtiments ont été détruits, trouver des photos anciennes qui les décrivent. Et même si j'habite maintenant à Bordeaux, Paris est ma ville. J'y suis né, j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 43 ans, et je connais bien Paris. Voilà. Ça m'aide. Ça m'aide beaucoup. Ouais. Maintenant, les baleines. Oui. Les baleines. C'est quelque chose tout à fait d'autre que Nestor Burma. Il y a 2 écrivains qui sont des générations séparées d'une génération et des pays différents. Ouais.
et un est des États-Unis, un est de la France. Comment est-ce que c'est survenu de faire ce récit? Alors, C'était quoi l'idée? j'ai été fasciné par deux choses pendant très longtemps, qui étaient d'une part les auteurs qui ont cessé d'écrire, comme Léo Mallet ou comme Dashiell Hammett, qui, Ouais. en gros, pour résumer, quand il a arrêté de boire, il a arrêté d'écrire. D'écrire, oui. Et à l'inverse, l'auteur français Blondin qui disait boire ou écrire, il faut choisir, j'ai choisi de boire. Et l'autre chose qui m'a fasciné, c'est le Jim Morrison, quand il a quitté le groupe The Doors, a décidé de venir à Paris, et de devenir un poète, et il est mort. Et donc, la rencontre de ces deux idées m'avait amené à imaginer un personnage d'écrivain américain qui a décidé d'arrêter d'écrire et qui va, d'une certaine façon, même s'il ne meurt pas physiquement, qui va mourir à Paris. Pourquoi venir à Paris pour mourir? Ça ne sert à rien, on peut mourir n'importe où. Et le livre s'est vraiment concrétisé quand j'ai commencé à projeter l'image de James Ellroy sur le personnage de l'écrivain américain. Et donc la dernière partie de la construction, c'est qu'il me fallait un spectateur. Et tant qu'à faire d'avoir ce personnage de spectateur, au départ j'avais imaginé un médecin qui intervenait dans les moments de crise de l'écrivain américain. Et puis dans un deuxième temps, je me suis dit non, si j'ai un spectateur, autant qu'il soit acteur aussi. Donc ce spectateur est devenu un écrivain français. Voilà comment s'est construite l'histoire. Ah, c'est facile ça. C'est un tas à traduire. Démerde-toi avec ça, mon vieux. Il y a un tas de thèmes là-dedans. C'est comme un essai sur l'inspiration, sur l'art, sur le machisme, sur l'impotence artistique et corporelle, la puissance. C'est très intéressant. C'était comme James Ellroy quand j'ai l'ai lu. Oui. C'était dur de faire ça? Non, j'avais vraiment. En fait, c'est un projet qui a attendu son heure très longtemps. J'avais fait une première version qui n'était pas suffisamment intéressante pour plaire à un éditeur. J'avais fait un autre projet qui était inspiré de la vie de James Ellroy, qui n'était pas complètement satisfaisant. Et c'est le jour où 10 ans après, où j'ai décidé de mélanger ces deux projets, que ça a commencé à devenir sérieux. Et après, c'est comme se saisir d'une pelote de laine et de trouver le bon bout. Et il suffit de tirer et ça vient tout seul. Et ça vient tout seul. J'ai aussi I also thought of Sam Fuller, le directeur américain qui venait à l'Europe. Je ne connais pas bien l'histoire de Samuel Fuller. Okay. Je ne m'en suis pas inspiré en tout cas. Okay. Mais c'est un phénomène assez fréquent dans la création de se trouver empêché de perdre sa capacité à créer, ce qui est effrayant pour un créateur, puisque ça devient quand même le centre de la vie. On y passe plus d'heures qu'à aimer, on y passe plus d'heures qu'à manger, on y passe plus d'heures qu'à lire, on y passe plus d'heures qu'à tout. Donc l'idée que ça puisse s'arrêter est effrayant. C'est du plan technique, c'est assez difficile avec des perspectives des personnages. Il y a la perspective de Simon, il y a la perspective de Bertrand, il y a les temps sont entrelacés, il y a des flashbacks.
c'était difficile à faire ça ou c'était juste... Non, ça, ce sont des choses, enfin, sans vouloir me faire passer pour plus intelligent que je ne suis, c'est des choses qui me sont assez naturelles. Je n'ai pas un mode de pensée linéaire, et je crois que personne n'a un mode de pensée linéaire, parce que ce serait effrayant que les gens aient un mode de pensée linéaire. Et ça m'est plus facile de raconter une histoire dans le désordre que dans l'ordre. Alors, j'ai appris que tu es aussi un musicien. Oui. C'est malheureusement pas suffisamment, mais ça aussi c'est une chose qui m'occupe depuis l'âge de... C'était un peu plus tard que la bande dessinée, ça a commencé à m'occuper à partir de l'âge de 13-14 ans. Voilà. Ok. Et j'ai déjà demandé il y a 5 minutes. Musique et rythme sont... Le rythme est très important pour la musique. Le rythme est aussi très important pour des récits. Est-ce qu'il y a pour toi un direct... Un lien, oui. Il y a un lien évident et quand on regarde les gens qui ont commencé à forger les mots dont on se sert maintenant pour parler des arts en général, quand on se réfère aux Grecs et aux Romains, la plupart des créateurs étaient des créateurs multiformes, parce que les mécanismes pour créer sont toujours les mêmes dans tous les arts. Donc, quand on crée un récit ou une pièce de musique, il faut tenir compte des équilibres, de l'équilibre entre les différentes parties de cette œuvre, pour que ces différentes parties contrastent et forment un rythme. Et quel que soit le mode d'expression, on est toujours confronté à ce problème. Qu'on crée une œuvre musicale, qu'on crée un tableau, qu'on crée une bande dessinée, qu'on crée un film ou un roman, le problème est toujours le même. Il faut trouver un rythme et il faut trouver quelque chose qui emporte l'adhésion du public, qui l'oblige à nous suivre. Et c'est ce que font très naturellement les conteurs arabes, qui peuvent compter pendant une nuit entière et maintenir l'attention du public, qui serait plutôt porté à s'endormir sinon. Je n'ai plus de questions. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un des questions dans la salle. Public. Ich habe absolut keine Fragen mehr. Une question. Très bien. Immer nur, Wie ist der Wechsel zwischen eigenen Comic-Alben und Nestor Burma-Alben? Also gibt es einen Rhythmus, 2 Nestor Burma... ok. Est-ce que tu as un rythme de changer d'un Nestor Burma à une œuvre personnelle, de Nestor Burma, un personnel? Non, si on regarde l'ensemble de ma carrière, Nestor Burma représente 5 livres, alors que j'en ai fait 35 au total. Ouais. Donc, alors, dans les premiers temps, quand j'ai commencé à faire Nestor Burma, j'ai alterné 1 pour 1. Et puis, je me suis arrêté pendant 7 ans. Et j'ai repris après. Donc, il n'y a pas réellement là de rythme, pour le coup. Alors, mon projet à venir est un récit personnel que j'ai écrit sous sa forme initiale il y a 2 ans, que je rêve de réaliser depuis, et qui se passe aux États-Unis, un récit contemporain avec beaucoup de personnages qui pourrait, dans un premier temps, ressembler à un recueil de nouvelles, mais on finit par comprendre que tout ça mène à un seul endroit. Voilà. C'est difficile à décrire plus en peu de mots. Il va me falloir 160 pages pour le raconter. Je ne vais pas pouvoir le raconter en 15 mots. Nestor Burma, ich habe das jetzt so mitgekriegt, kann sich die Romane aussuchen, die er adaptiert.
Wie ist das? Es gibt ja noch einen anderen Zeichner, der momentan Nestor Burma zeichnet, der Nicolas Barral. Gibt es da Absprachen? Muss das irgendwie abgesprochen werden? Oder kann sich da jeder einfach irgendeinen Roman rausnehmen? Il y a un autre dessinateur qui fait Nestor Burma, Nicolas Barral. Est-ce que vous téléphonez moi je fais l'un, tu fais l'autre ou Alors, on se parle assez peu fréquemment, mais effectivement, ça fait partie des choses qu'on se dit. Nicolas me dit, ce roman-là, j'ai très envie de le faire. Est-ce que ça te convient? Je lui dis bien sûr. Et en fait, ça se fait assez naturellement parce que ces derniers temps, j'ai eu envie de sortir du cycle des nouveaux mystères de Paris, alors que lui a envie d'y rester. Donc, on n'a pas eu à se battre pour un titre qu'on avait envie de faire tous les deux. Et de toute façon, pourquoi avoir deux auteurs qui travaillent sur un même personnage s'ils ont exactement la même vision? Donc c'est très bien que Nicolas ait sa vision et que nous n'ayons pas envie des mêmes choses. Emmanuel, merci. Merci à tout le monde. Thanks to everybody. Thanks for tolerating my French. And vielen Dank, dass Sie alle da waren.